What's up les catchadites, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au format un peu spécial puisqu'on se retrouve également sur Twitch pour le Jimbo Gnostic de Bash Imbérien. Parce que je suis désolé, j'ai pas eu vraiment le temps de me concentrer sur cette vidéo au vu de la dernière vidéo que j'ai postée récemment concernant Bray Wyatt et le fait que ça fait malheureusement 1 an que ce génie nous a quittés. Donc j'ai pris beaucoup de temps à faire la vidéo, donc ça a empiétré sur le temps que j'avais prévu de faire pour Bash Imbérien. Donc je m'en excuse. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur ce petit format. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce format qui pourrait être adopté pour les prochains reviews, par exemple de WoW ou de SmackDown dans le futur. Bref, on verra ça. Bref. Donc, on se retrouve pour Bash Imbérien, le 3e et dernier PAE de la WWE qui va se dérouler en Europe, puisque le show, bon, vu le nom est dit, Bash Imbérien, même s'il y en a qui disent Bash Imbérien, je m'en fous, moi je dis Bash Imbérien, a lieu chez nos amis allemands. Et donc, ce qui fait que pour nous, catchadito français, ce soir, on aura la possibilité de regarder le show très très tôt, parce qu'il devrait démarrer autour de 19-20 heures à peu près, donc ça reste quand même une heure assez raisonnable pour nous. Et donc on a Diane avec nous, bienvenue Diane, et donc je pense qu'il va être d'accord avec moi. Je pense que si je devais faire mon classement des PAE en Europe, c'est malheureux à dire, mais numéro 1 c'est Bash Imbérien, numéro 2 c'est Clash at the Castle, et numéro 3 c'est Backlash. Parce que là on est quand même sur une carte assez folle pour Bash Imbérien, même si c'est vrai que cette carte est très très loin d'être parfaite, parce qu'on est toujours avec ce format de 5 matchs pour ce PAE, donc ça va être un format Triple H. Et là je parle Diane par rapport à la carte, je parle pas du public etc, parce que tu vas comprendre pourquoi je n'en parle pas tout de suite. Bref, donc on va commencer directement avec le premier match, et je pense que pour beaucoup c'est le match qu'on attend le moins, ou c'est vraiment le match, si je dois le placer, ce sera avant le main event, parce que ce sera pour moi le match post-pipi, le match histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, parce que si ça se trouve le 3e match, ce sera un match qu'on attend tous, un match totalement fou. Donc ce match, c'est le match pour les titres par équipe entre Alba Fire et Alea Down contre Bianca Belair et Jade Cargill. Et j'en ai tellement rien à carrer de ce match que je vais être bref et catchadite. Pour moi, il va y avoir un changement de titre. Bianca Belair et Jade Cargill vont remporter les titres une nouvelle fois. Alors c'est vrai, c'est assez historique parce que ça sera un nouveau changement de titre en Europe. Premier changement de titre en Allemagne. Mais le gros problème, c'est que là, on parle des titres féminins par équipe. Le titre qui sert strictement à rien à la WWE. Et ça me permet de revenir sur Backlash et tout ce qui s'est passé pendant le show. Parce que bon, on va quand même être objectif 5 minutes. Backlash, si on retire le public, si on retire le fait que c'est en France et que ça aurait été un show qui aurait eu lieu aux États-Unis, clairement on aurait dit c'est un show lambda. C'est un show tout à fait banal. Ce qui fait que Backlash est un show historique, c'est parce que nous, public français, on a été totalement zinzin. On a fait des dingueries. C'est pour ça que le show il était incroyable. Mais sur papier, c'était un show lambda. Et bah là, Bash Imbérien, ils nous refont la même chose avec ce match. Et je rappelle que Triple H nous fait un format maintenant de 5 matchs. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de matchs à se mettre sous la dent. Donc il faut quand même faire un bon tri sélectif. Et le gros problème, c'est pourquoi Triple H décide de nous mettre un match pour les titres par équipe en Europe, alors qu'il y avait possibilité de faire des trucs totalement ouf. Je cite par exemple ce qui s'est passé lors du dernier épisode de SmackDown, l'Open Challenge de AJ Knight. AJ Knight aurait fait un Open Challenge pour Bash Imbérien, franchement ça aurait donné un peu plus de hype plutôt que ce match catastrophique. Après je dis pas que le match sera dégueulasse, mais bon, on sait très bien ce qui va se passer, parce que Jade Cargill et Bianca Belair, elles sont trop fortes, donc c'est normal qu'elles vont remporter les titres. Je rappelle qu'elles ont perdu les titres à Clash at the Castle, elles n'ont pas subi de tombée finale, donc elles sont protégées. Et je reviens sur le fait que AJ Knight aurait très bien pu prendre leur place avec son Open Challenge.
je pense que ça aurait été totalement ouf. Parce qu'on l'a vu à SmackDown. C'est Ludwig Kaiser qui a répondu à l'Open Challenge de LA Knight. Tout simplement parce que Ludwig Kaiser, il était chez lui. Il est allemand. Certes, il a perdu. Mais il était heureux. On aurait été à Bash Imberien. On aurait eu ça. C'était totalement ouf. Après, je parle de Ludwig Kaiser. Mais on aurait pu avoir, par exemple, Ilya Dragunov. Ilya Dragunov et LA Knight, ça aurait été zinzin. Mais là, on a eu Ludwig Kaiser. Et c'est vrai que, pour moi, j'aurais plus mis Open Challenge de LA Knight dès le début, à la place de ce match qu'on ne veut pas voir. Parce que, comme je dis, on aura un nouveau changement de titre en Europe, premier titre en Allemagne, mais je reviens sur le fait que c'est les titres par équipe féminin. On n'en a rien à carrer. Et c'est ça le gros problème qu'a Triple H actuellement avec ses PAE, c'est que dans ses PAE secondaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis WrestleMania, depuis même le début d'année, il n'y a aucune ceinture qui a changé de main dans des PAE secondaires. Et quand je parle de PAE secondaires, c'est par exemple les shows qui ont lieu en dehors des États-Unis et en dehors de l'Arabie Saoudite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Arabie Saoudite, on a quand même eu un changement de ceinture. On a eu Becky Lynch qui a perdu contre Liv Morgan. Mais sinon, si vous regardez les shows secondaires, il n'y a aucun changement de titre majeur à la WWE. Que ce soit titre intercontinental, États-Unis, féminin, tag team, etc. D'ailleurs, tag team, on s'en bat les yeux, littéralement, parce qu'ils sont plus défendus depuis un moment en PAE. Donc ça, c'est problématique. Et autre cas de figure, c'est que là, bah, on sait très bien ce qui va arriver. Si ça se trouve, ce match-là, ça va être le seul match où on aura un changement de titre. Alors que si la WWE prendrait des risques pour faire changer des ceintures majeures à la WWE pendant les shows secondaires, bah, je pense que le public serait un peu plus ouf. Parce que c'est ça le gros problème, je trouve, par rapport à cette carte. C'est que là, la WWE profite, surfe sur le fait que c'est le premier PAE en Allemagne pour donner de la hype, parce que la WWE Triple H sait que le public allemand sera présent. Après, je parle du public allemand, mais il y a aussi un public européen, parce qu'il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Italiens, des Espagnols. J'ai pu voir ça dans le kick-off hier. Donc, pour moi, c'est problématique. Et là, ça me permet de switcher aussitôt sur le prochain combat, qui est, malheureux à dire, le deuxième match que j'attends le moins. Kevin Owens contre Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Et pourquoi je dis que j'attends pas vraiment ce match, alors que ça reste quand même Cody Rhodes, ça reste Kevin Owens, ça reste ce titre Undisputed en jeu. Bah, le gros problème, c'est la construction. C'est pourquoi on est amené à voir Kevin Owens et Cody Rhodes se taper dessus. C'est tout simplement parce que Cody Rhodes a décidé de choisir Kevin Owens, car pour lui, Kevin Owens y est méritant. C'est lui qui s'est battu contre Bloodline pendant des années et des années. Il en a souffert. On se souvient notamment du War Games avec Sami Zayn. Donc Kevin Owens, aux yeux de Cody Rhodes, est méritant. Kevin Owens dit à Cody Rhodes, frérot, moi je suis pas méritant. Il y a des mecs qui sont bien plus méritants que moi. Regarde mon ratio défaite-victoire. C'est pas ouf du tout. Et là, t'as Adam Pearce, Cody Rhodes qui disent, bah, écoute, si tu t'estimes ne pas être méritant, on va te donner à Roman Reigns. Kevin Owens, il pète un câble. Il dit, non, moi, je veux le match. Ok. Et tout ce qui fait que la rivalité reste quand même intéressante, malgré le fait que bah, c'est un peu mis de manière random, c'est Kevin Owens. C'est Kevin Owens qui fait évoluer la rivalité, parce que tout tourne autour de lui et d'un potentiel e-turn de ce dernier. Parce qu'on a pu le voir la semaine dernière à SmackDown, où Grayson Waller a rappelé à Cody Rhodes que Kevin Owens, c'est pas forcément le mec à qui on doit faire confiance constamment. Parce que si tu lui fais confiance, à un moment donné, il va se retourner contre toi et tu vas pleurer. Il a montré que ce soit avec Chris Jericho, que ce soit avec Seth Rollins, que ce soit avec New Day, il a montré. Kevin Owens n'a pas arrêté de dire « Non, mais moi je suis pas comme ça, moi je te respecte, t'es incroyable comme champion, donc moi je veux un match réglo à Bash Imberien. » Ok. On a pu voir quelque chose d'intéressant lors du dernier épisode de SmackDown, où apparemment Cody Rhodes serait baissé. Bon, je pense à mon avis qu'à blessure, c'est juste storyline pour alimenter la rivalité. Mais c'est surtout que bah, on se pose la question. Que va faire Kevin Owens? Parce que niveau du match, il n'y a pas de suspense.
c'est Cody Rhodes qui va gagner. Ça, on le sait très bien. Mais ce qu'on attend le plus, c'est à quel moment Kevin Owens va tourner heel. Est-ce qu'il va nous faire un excellent combat? Parce que ça va être le cas. Je pense que le match va être très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est après le combat. Est-ce que Kevin Owens, en babyface qui est, va célébrer, lever les bras avec Cody Rhodes? Ou est-ce qu'il va faire comme il avait l'habitude de faire à une époque en tant que prize fighter? Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de NXT avec Sami Zayn, où le mec il était hyper heureux, il a vu son meilleur ami devenir champion, il a célébré avec lui, et juste après il lui a cassé la gueule. Est-ce qu'on va pas avoir un Kevin Owens comme ça qui va rebasculer du côté obscur et redevenir le prize fighter pour au final alimenter davantage la rivalité et faire en sorte que ce sera pas fini entre les deux? Parce que c'est ça qui me pose le plus de problèmes. C'est que si cette rivalité entre Kevin Owens et Cody Rhodes est un one shot, qu'est-ce que tu prépares pour Cody Rhodes du côté de Bad Blood? Tu lui refais affronter Solo Sikoa? Tu attends un autre catcheur random, je sais pas moi, Santos Escobar, Carmelo Hayes, je sais pas. Mais il faut faire des choses. Il faut donner du punch à Cody Rhodes. Il faut donner du punch à son règne. Parce que pour moi, bah, c'est un peu décevant. Donc après ces matchs que j'attends le moins, bah, on va passer au match que j'attends le plus. Et parmi les matchs, bah, y a ce match mixte entre Damien Priest et Rhea Ripley contre Liv Morgan et Dominic Mysterio. Un match qui résulte des conséquences de SummerSlam. Il ne faut pas oublier qu'à SummerSlam, Dominic Mysterio a trahi Rhea Ripley et Damien Priest a été trahi par Finn Balor. Bon, ce qui fait que les deux catcheurs les plus over qu'on a eu ces dernières années au sein du Judgment Day, eh ben, ils se sont fait littéralement lourder. Voilà. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que c'est vrai que Rhea Ripley et Damien Priest, ils étaient vraiment au-dessus du haut du côté du Judgment Day. C'est vraiment ces deux-là qui ont été plus mis en avant au sein du Judgment Day. Rhea Ripley par rapport à son règne et le fait qu'elle a été vraiment présentée comme la leaduse du Judgment Day, alors que le Judgment Day disait qu'il n'y avait aucun leader au sein du clan, que tout le monde est son ego. Mais nous, les fans, on reconnaissait Rhea Ripley comme la leaduse. Et de l'autre côté, bah, dès que Rhea Ripley a perdu le titre, c'est Damien Priest qui a repris flambeau et qui a montré aux yeux du public que s'il est champion World Heavyweight, ce n'est pas pour rien, que c'est pas juste un simple champion de transition, que c'est un champion qui mérite. Et bah, on a ce match-là. Bon, on se doute bien qu'il va y avoir de la vengeance. C'est sûr que quand Rhea Ripley et Liv Morgan vont être dans le ring, elles vont se détruire. Dominic Mysterio et Damien Priest, un petit peu moins, mais il y aura quand même de la destruction. Après, le gros problème, c'est que bien que Rhea Ripley et Damien Priest sont ultra over depuis qu'ils ont été lourdés du Judgment Day, bah il y a des chances qu'ils se fassent avoir comme à l'époque où ils ont eu certains catcheurs. Je m'explique. Parce qu'on se doute bien que Liv Morgan et Dominic Mysterio, ils vont pas être tout seuls à venir dans le ring. Ils vont être bien évidemment être accompagnés des autres membres du Judgment Day. J.D. Madonna, Carlito, Finn Balor. Ça, on le sait très bien. Et surtout, ils vont pas rester bras croisés en attendant que Liv Morgan et Dominic Mysterio se fassent exploser. Parce que je pense que c'est ça qui va être le tournant du match. Parce que d'un point de vue face à face, Rhea Ripley et Damien Priest, ils vont rouler sur Dominic Mysterio et Liv Morgan. Mais avec la supériorité numérique, et bah, ça peut très bien pencher en avantage de Liv Morgan et de Dominic Mysterio. Donc pour moi, ça va être une victoire de Dominic Mysterio et de Liv Morgan. Mais, il y aura des interventions. Et des interventions qui vont coûter match à Damien Priest et Rhea Ripley. Et on peut très bien imaginer que durant les prochaines semaines à War, Rhea Ripley pète un câble, décide à nouveau d'affronter Liv Morgan, du côté de Bad Blood bien évidemment, mais dans une stipulation qui pourrait imiter les interventions du Judgment Day. Et je pense que vous avez compris de quoi je parle, les catch addicts. Je parle bien évidemment d'un Hell in a Cell match entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Pourquoi je veux que ce soit ce match-là qui soit dans un Hell in a Cell? Parce qu'on se doute bien que du côté de Bad Blood, il y a peut-être possibilité d'avoir plusieurs Hell in a Cell, dont un match masculin, voire même un match féminin. Et clairement, bah, si tu dois mettre un match féminin dans un Hell in a Cell, c'est Rhea Ripley contre Liv Morgan. Parce que Nia Jax, on s'en fout littéralement, je dis honnêtement.
Nia Jax. Là, elle a battu Mia Yim dans un street fight. On s'en bat avec. Ce truc qu'on attend, c'est de savoir quand est-ce que Tiffany Stratton va cacher une soirée. Mais du côté féminin, s'il y a rivalité au top à l'heure actuelle, c'est Rhea Ripley contre Liv Morgan. Et ça, j'adore ça. Et du côté de Damien Priest, bien évidemment, ce match-là va aboutir à Finn Balor contre ce dernier. Parce qu'on se doute bien que Finn Balor, je pense selon moi, va être celui qui va causer la défaite de Damien Priest et Rhea Ripley. Donc Damien Priest pourrait également péter un câble, demander un match contre Finn Balor, pourquoi pas dans le Hell in a Cell, et je dirais même, et là je joue ma carte vraiment très risquée, Catchadit, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires de la vidéo, pour moi, s'il y a un match entre Damien Priest et Finn Balor à Bad Blood dans un Hell in a Cell, j'aimerais bien pourquoi pas voir le retour du Demon King, ce qui pourrait être un petit peu cool. Et oui, je suis désolé, petit catcheur, je ne pourrai pas. Après, t'inquiète pas, du côté de Bad Blood, je serai quand même présent. Bref. Avant-dernier combat. Et un des matchs. Et je vous avoue que j'attends le plus. Drew McIntyre contre CM Punk, volume 2. Et d'un côté, je vous avoue, je suis pas du tout surpris de voir ce match sur la carte de Bash Imbérien. Pourquoi? Parce que pour moi, cette rivalité, et je le dis, je le redis, ça doit être une trilogie. Ça doit pas se terminer comme ça. Et ça, je le dis. Et c'est vrai que j'étais comme pour beaucoup d'entre vous, quand j'ai regardé CM Punk contre Drew McIntyre à SummerSlam, j'avais ce sentiment de... Ils y sont pas allés à fond. T'as pas vraiment ce côté personnel qui s'est dégagé entre CM Punk et Drew McIntyre. Mais d'un côté, pour moi, c'était logique qu'on n'ait pas vu toute l'intensité des rivalités à SummerSlam. Parce que pour moi, ce match à SummerSlam, c'est tout simplement un échauffement entre les deux. Et c'est vrai que ça paraît dur de dire ça, parce que SummerSlam reste quand même un pay-per-view du Big Four. Et se dire que, bordel, tu oses dire, Jimbo, que CM Punk, Drew McIntyre, lors du show, c'est un échauffement. Oui, je l'avoue, pour moi, c'est un échauffement. Parce que là, avec la stipulation qui a été rajoutée au strap match, là, on est vraiment encore plus dans le côté personnel. On est encore plus dans le côté destruction entre CM Punk et Drew McIntyre. Parce que là, c'est un strap match, mais c'est pas les strap match qu'on a connus il y a quelques années, à savoir, ils sont attachés et ils doivent appuyer sur les quatre coins du ring pour gagner le match. Non, non, là, je pense qu'on est vraiment dans la configuration de ce qu'on a eu entre Bray Wyatt et Daniel Bryan au Rumble 2020, à savoir où les deux sont attachés, c'est vrai, mais les deux, ils vont se faire plaisir. Et ça va être le cas. Je pense que le strap, il sera pas juste là pour attacher Drew McIntyre à CM Punk. Non, non, le strap, il va être utilisé. Les deux, ils vont souffrir. Et pour moi, ça peut être le meilleur match de la soirée. Le match aurait dû avoir lieu à WrestleMania, malheureusement, il y a eu une blessure de Punk. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah après, il y a eu la blessure de Punk. Mais d'un côté, est-ce que la blessure de CM Punk n'était pas un bon point? Parce que je rappelle que si Punk n'était pas blessé, il aurait affronté Seth Rollins à WrestleMania. Et là, il affronte quand même Drew McIntyre. C'est la première rivalité, je rappelle, de Punk depuis son retour il y a presque un an. Donc c'est totalement ouf de se dire que Punk, il y a tellement son aura de main eventer qu'il n'y a pas besoin d'aller concourir pour le titre World Heavyweight. Et là, justement, en parlant du match, et je suis entièrement d'accord avec le petit catcher, pour moi, CM Punk doit gagner. Pourquoi? Parce que si CM Punk perd, la rivalité est finie. Il faut pas que la rivalité se termine tout de suite. Pourquoi? Parce que ce match, et je le dis depuis des mois et des mois, elle doit se terminer à Bad Blood. Elle doit se terminer à Bad Blood, cette rivalité. Et nulle part ailleurs. Et uniquement dans le Hell in a Cell. Voilà. Si je dois mettre un match en Hell in a Cell, je mets Drew McIntyre contre CM Punk. Et j'irai même plus loin. Si on a ce match à Bad Blood, il faut que ce match soit le main event. Oubliez un match pour le titre World Heavyweight. Oubliez un match pour le titre Undisputed en main event. Ce sera CM Punk contre Drew McIntyre dans un Hell in a Cell du côté de Bad Blood. Voilà, je le dis ouvertement. Je m'en fous de l'avis des autres, c'est mon avis personnel. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre choix. Mais pour moi, c'est la rivalité de l'année 2024. C'est une rivalité qui dure depuis des mois. Et je trouve personnellement que la WWE s'en est très bien sortie. Parce que je rappelle qu'à un moment donné, les deux catcheurs étaient blessés. Et la WWE a réussi à donner d'intensité à cette rivalité malgré la blessure des deux catcheurs. Pour au final, on ait le premier match à SummerSlam.
on a ce match-là du côté de Bash Imberien, et quand même se dire qu'on a CM Punk en Europe, il va catcher en Europe, je veux dire, c'est incroyable. Et pour moi, CM Punk, il doit gagner. Mais je pense qu'il va gagner, mais il sera pas intact. Après que Drew McIntyre, c'est pareil. Donc ils vont vraiment se faire plaisir. Et j'irai même plus loin. Je pense pas qu'il y aura juste ce strap qui sera utilisé. Je pense qu'ils vont utiliser des armes. Parce que je rappelle, c'est un match sans disqualification, donc tout est permis. Donc je pense que ces deux-là, ils vont vraiment se faire plaisir. Et ils vont nous montrer que le match à SummerSlam, c'était rien comparé au match qu'ils vont nous faire à Bash Imberien. Et là maintenant, on va passer au match qui, selon moi, sera le main event. Parce que pour moi, c'est clair et net. Il n'y a pas de débat. Ce match, c'est le main event de Bash Imberien. Le ring général, Gunther, qui est trop fort ce bâtard, contre The Viper, The Apex Predator, le probablement futur 15 fois champion du monde, Randy Orton. Un match, franchement, c'est un dream match. Après, c'est vrai que je vous avoue que ça faisait un petit peu bizarre sur le papier de se dire que Randy Orton, catcheur de SmackDown, qui débarque à Raw pour aller affronter Gunther. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Mais pas tant que ça. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même un passif entre les deux. Faut pas oublier que du côté de King et Queen of the Ring, Randy Orton et Gunther se sont affrontés du côté de l'Arabie Saoudite. Un match qui était excellent, ça j'avoue, c'était une excellente finale King and Queen of the Ring. Mais le problème, c'est que match, c'est pas fini de la bonne manière. Parce qu'en fait, Orton, il s'est pris un roll-up, sauf que une de ses épaules était relevée. Donc ce qui fait que tomber, bah, il est pas vraiment légitime. Malheureusement, Triple H a dit qu'il y a décision d'arbitre, et je le redis encore une fois, c'est comme une décision de Denis Brognard à Koh Lanta. Voilà, il dit, la sentence est irrévocable. Bah là, la sentence, c'est qu'il n'y a pas de rematch entre Orton et Gunther pour le titre King and Queen of the Ring. En revanche, Triple H a bien dit qu'à un moment donné, s'il y a possibilité de rectifier le tir, et bah, il le fera. Et bah, le tir, il est là. Gunther contre Randy Orton à Bash Imberien. Donc même si on oublie ce principe de draft qui n'est pas vraiment respecté, je suis désolé, pour un premier match de championnat du côté de Gunther, c'est un match incroyable. Parce que je rappelle que Randy Orton, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un 14 fois champion du monde. C'est quand même le catcheur le plus titré à l'heure actuelle à la WWE encore en activité. Et là, quand je parle en activité, je parle à temps plein. Je ne compte pas les part-timers comme John Cena, parce que sinon, ce serait trop facile. Donc, Randy Orton, à l'heure actuelle, c'est le mec qui, si jamais tu tombes contre lui pour un match de championnat, surtout quand c'est ta première défense de titre, c'est que derrière, tu as un projet. Parce que même si j'ai envie de voir Randy Orton soulever son 15e titre de champion du monde pour pourquoi pas lancer sa future route vers WrestleMania contre John Cena, pour moi, non. Il faut pas qu'Orton gagne tout de suite le titre World Heavyweight, voire même le titre Undisputed. Pourquoi? Parce que là, Gunther, clairement, c'est son ère. On est dans l'ère du ring général. Gunther, je rappelle quand même, il y a un règne incroyable pour le titre intercontinental, 666 jours de règne. Et dès qu'il a perdu le titre, on savait très bien que Gunther, il allait monter. Il allait passer dans le main event. On a eu ce match à King and Queen of the Ring. Gunther, il le gagne. Il a son opportunité à SummerSlam. Et dès son premier match de championnat pour le titre World Heavyweight, il le gagne. Même si j'avoue qu'il y a quand même l'intervention de Finn Balor qui aide un petit peu, il a quand même gagné Gunther. Donc là, il est champion World Heavyweight. Et on le savait très bien. Je veux dire, l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur Gunther. Je lui ai dit, Gunther, dès qu'il perdra le titre intercontinental, il ira vers le main event. Il ira vers le titre World Heavyweight et il sera champion. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est champion. Et pour moi, c'est juste incroyable. Donc pour moi, Gunther, il va battre Orton. Mais on aura quand même un excellent combat entre les deux qui va montrer que Gunther, s'il est champion World Heavyweight, ce n'est pas pour rien. Et c'est surtout que Gunther, eh ben, il va gagner clean là. Il n'y aura pas d'intervention. Je pense pas. Parce que Gunther, il a beau être heel, faut pas oublier que lors de ces matchs concernant son titre intercontinental, il n'y a pas eu tant de ça de matchs où il y a eu des interventions.
ou même quand il y a eu des interventions d'Imperium, et bah généralement, c'était juste histoire de remettre les compteurs à zéro à l'extérieur du ring. Sinon, Gunther, il a fait que de conserver ses titres de manière clean. Et bah là, je pense que ça va être la même chose. Parce que certes, Gunther, il est heel, et on se doute bien que lors de son entrée à Bash Imperium, il va être accueilli d'une manière totalement ouf. Orton, c'est pareil. Donc le public, ils vont pas savoir vers qui se diriger. Alors que de base, ils sont censés suivre Babyface, ils sont censés suivre Orton. Mais là, ils vont suivre également Gunther. Et Gunther, pour moi, bah, c'est limite l'un des futurs, voire même le futur de la WWE. Parce que quand tu te dis qu'il y a quelques années, quand il était White Hair, tu te dis que Vince McMahon, il osait pas, il voulait même pas l'utiliser. Il voulait l'enterrer, ce bâtard. Alors que Triple H, lui, a dit, lui a du potentiel. Lui, je vais lui donner un titre intercontinental, il va battre des records, il va redonner du prestige au titre intercontinental qui en a cruellement besoin. Et dès qu'il le perdra, je vais me mettre dans le main event pour le titre World Heavyweight. Car le titre World Heavyweight, faut pas oublier, Catch Addict, ça fait à peu près 1 an qu'il existe. Et là, Gunther, il est là pour donner du prestige au titre. Même s'il y en a déjà, parce que Seth Rollins, ça a fait boulot, Damien Priest, ça a fait boulot. Là, on est au troisième champion World Heavyweight, parce que je compte pas Drew McIntyre. Et il y a le potentiel de faire de la dinguerie. On a la possibilité d'avoir une carte totalement zinzin du côté de Raw concernant Gunther. Parce qu'on peut imaginer Gunther Finn Balor, on peut imaginer Gunther Ilya Dragunov, Gunther Bronson Reed, Gunther contre Braun Breaker, un jour ou l'autre, quand Braun Breaker perdra le titre intercontinental. Voilà, il y a tellement d'affiches totalement ouf concernant Gunther. Voilà, Gunther contre Sheamus. Voilà, Gunther McIntyre pour le titre World Heavyweight. Voilà, Gunther CM Punk. Voilà, il y a tellement d'affiches. Il y a tellement d'affiches. Et j'ose le dire. Et je vais pas me gêner pour le dire. Pour moi, le titre World Heavyweight, il est au-dessus du titre Undisputed à l'heure actuelle. Pas au niveau du prestige, mais au niveau de l'histoire qui est racontée. Parce que là, Gunther, certes, il y a rivalité contre Michel Beaujolais, ouais. Parce que là, dans la rivalité, certes, elle est mise de manière totalement, pas vraiment random, parce qu'il y a quand même un passif, mais que là, qu'on a un Gunther qui a beau être un champion heel, reste quand même le champion qui a été quand il était champion intercontinental, à savoir un champion combatif. Et ça, c'est cool. Donc pour moi, Gunther, il va gagner. Et il va évoluer. Et je pense qu'il pourrait se vanter pendant les prochaines semaines de se dire, moi, je suis au-dessus du haut. Et là, je suis au-dessus du haut. J'ai quand même battu le plus jeune champion World Heavyweight de l'histoire. J'ai battu un 14 fois champion du monde. Donc, qui peut me taper? Qui peut me taper? Après, j'avoue qu'après ce qui va se passer, qu'est-ce que tu fais pour Gunther? Mais à la différence de Cody Rhodes, concernant Gunther, je suis pas vraiment inquiet. Parce qu'il y a tellement de choses de ouf qu'on peut faire pour Gunther que franchement, je suis pas du tout inquiet. Et voilà les Catch Addicts, j'espère que cette vidéo au format un peu spécial vous aura plu. Je suis désolé encore pour ce format de vidéo, mais là c'est vraiment exceptionnel. Dès demain, on se retrouve pour la review de Bash Imperium. Je suis encore une fois désolé de ne pas pouvoir vous proposer de live réaction concernant Bash Imperium parce que malheureusement je travaille. Et je vous avoue, ça me fait chier parce que vous allez vous prendre du plaisir à regarder Bash Imperium pendant moi je vais livrer des pizzas. Donc, je suis désolé encore une fois. Mais si ça vous intéresse, je ferai peut-être un live différé de Bash Imperium. Ça dépendra à quelle heure je termine. Parce que malheureusement, j'ai un inventaire aussi. Donc il y a des chances que je vais pas fini avant 3h du matin. Donc ça va être compliqué, bref. Donc on se retrouve quand même demain pour la review de Bash Imperium. Et sinon, concernant la prochaine vidéo, bah, ce sera la semaine prochaine. Et spoiler alert et Catch Addict, ça va concerner un catcheur du roster actuel de la WWE. Et j'irai même beaucoup plus loin. Ce sera un catcheur qui est dans le roster de Raw. Et j'irai même beaucoup plus loin. Et je pense que vous avez tous deviné de qui je vais parler. On va parler d'un catcheur qui nous a fait une énorme dinguerie lors du dernier épisode de Raw. Voilà, je vous laisse deviner dans l'espace des commentaires de qui je vais parler dans la prochaine vidéo. Car c'est vrai que j'aime bien un petit peu parler d'histoire de catcheurs, d'événements du passé. Et
et aussi parler un petit peu d'actualité quand même, parce que ça fait quand même du bien sur la chaîne de varier un petit peu les plaisirs. Et puis surtout, bah, faire des vidéos un peu plus actualité, bah, ça me permet de prendre un peu plus de temps pour les prochaines grosses vidéos. Donc je pense que ça va être des formats un petit peu comme ça. Une semaine où ça va être une histoire du passé, une autre semaine où ça va être une histoire actuelle. Ça dépendra du goût et des plaisirs. Mais concernant la prochaine grosse vidéo, je pense qu'on va revenir sur un événement du passé qui a pas vraiment fait plaisir à beaucoup de monde. Donc, je pense que ce sera une des vidéos que j'avais prévues il y a de ça pas mal de temps. Je pense que ça peut aussi concerner l'actualité, je sais pas. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être une vidéo concernant un catcheur qui a quitté la WWE. J'allais dire qui nous a quitté. Non, c'est bon, faut pas arrêter. Un catcheur qui a quitté récemment la WWE. Donc, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, comme je le dis toujours, et qui est très important, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à demain!